qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais peut-être revenir sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un cas assez intéressant. Jusqu'en 2003, l'Allemagne était en fonctionnement en actionnariat direct. Donc, non, en 2006 même. En 2006, j'ai tempêté pour que l'Allemagne puisse adopter le fonds FCPE, le fonds commun. Et donc, ça a été fait. Et donc, 2006, 2007, 2008, 2009, l'Allemagne a souscrit à des parts dans un fonds. Et alors, la législation, comme vous le savez, vient d'évoluer en Allemagne. Et donc, maintenant, l'utilisation de ce fonds n'est plus du tout appropriée. Alors, l'Allemagne a fait a déterminé une évolution pour permettre justement d'avoir des fonds à effet de levier structurés. Malheureusement, l'effet secondaire de cette affaire, c'est que si vous faites une plus-value à la fin, à la sortie, eh bien, la plus-value sera considérée comme un salaire avec charges patronales, charges employées, etc. Donc, c'est plus possible d'avoir une affaire comme ça, c'est plus contrôlable. Donc, en 2010, nous avons décidé de faire la marche arrière et de revenir avec un système d'actionnariat salarié en Allemagne, avec les difficultés qu'on va voir dans une minute. Donc, ça veut dire que les évolutions législatives sont parfois de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, actuellement, nous avons donc dû faire marche arrière en Allemagne, qui est quand même un pays où nous comptons 25 000 personnes. Bon, alors, le cas de l'Italie, c'est un cas intéressant également, parce que le cas de l'Italie, il est tout à fait possible d'utiliser des fonds communs, mais il n'était pas possible, à ma connaissance, jusqu'à présent, peut-être ça change maintenant, je dois me renseigner, mais en Italie, il n'était pas autorisé d'avoir un exercice collectif de droit de vote. Et donc, pour l'Italie, nous avons dû faire aussi quelques petites anicroches pour contourner ce problème. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Quand vous avez des actions, eh bien, vous avez un droit de vote qui est individuel si vous désirez l'exercer. La question est de savoir si vous désirez l'exercer. Et généralement, les gens regardent ça d'un peu loin et n'ont pas nécessairement l'envie de l'exercer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque propriétaire donc, doit décider lui-même s'il veut exercer ses droits de vote. Dans les pays les plus importants, nous avons organisé un envoi systématique de dossiers avec procuration, etc., à ces personnes. Nous avons fait une campagne de promotion pour essayer qu'ils activent leur procuration, avec plus ou moins de succès, mais malgré tout, avec une grande perte en ligne. Et donc, nous avons trouvé quelque chose de neuf, qui est un petit peu délicat, mais que nous avons pu mettre en place en Espagne et en Allemagne. Après de très nombreuses discussions avec les juristes de tous ces pays, avec les juristes français, avec les juristes des banques, avec nos avocats conseillers. Et donc, ce que nous avons mis en place, c'est une procuration multi-annuelle, automatique. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, le bulletin de souscription indique qu'en souscrivant à cette souscription, vous donnez automatiquement une procuration jusqu'à 5 ans. Deuxièmement, à qui va cette procuration? Et ça c'est la difficulté de la chose maintenant. La procuration ne peut aller qu'à un organisme ou à une banque ou à quelqu'un qui peut interpréter les instructions sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre les quelques jours qui précèdent l'Assemblée générale pour fixer si on veut, oui ou non, soutenir les recommandations. Donc, la souscription, la procuration est donnée par défaut en soutien aux résolutions qui sont proposées par le conseil d'administration, qui est la faiblesse du système. Mais il est obligatoire que la banque locale par qui les choses s'organisent, vous envoie
tous les ans, avant l'Assemblée générale, un rappel que vous avez une procuration et que vous pouvez la retirer si vous souhaitez la retirer. Et par exemple, si vous étiez en désaccord avec une résolution, vous pouvez retirer votre procuration automatique et vous pouvez vous-même voter individuellement. Mais par ce système, ce qui se passe, c'est que vous renversez la valeur par défaut, si je peux dire. Auparavant, par défaut, vous ne votez pas. Et actuellement, par défaut, vous votez. Donc, voilà où nous en sommes maintenant. Le système est à moitié satisfaisant et il n'est pas totalement satisfaisant. En plus, il n'est pas évident qu'on puisse l'étendre à d'autres pays parce que non seulement il faut que légalement on soit en ordre en France, mais il faut également qu'on soit en ordre dans le pays d'accueil. Et donc, nous avons travaillé sur les 2 pays les plus importants actuellement en termes d'actionnariat salarié en action directe. On a essayé de travailler sur l'Italie, ça n'a pas encore réussi. Donc, il nous reste travailler sur un certain nombre de pays. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça a attiré l'attention de pas mal de monde. Voilà. Et bien, je crois que je peux avancer. Alors, j'ai ici, c'est mon avant-dernière slide, donc ne vous inquiétez pas. Ici, je voudrais vous dire que le système est français, il est copié, il est bien sûr décliné selon les réglementations françaises, et le résultat, c'est que nous avons un beaucoup plus grand nombre de souscripteurs en France qu'en dehors de France. Et donc, il y a un certain nombre de différences qui sont extrêmement importantes et de choses que nous offrons en France que nous ne pouvons pas offrir en dehors de France. Tout d'abord, l'attrait de l'offre est très différent, parce qu'en France, vous avez d'abord une offre de 5 ans et de 10 ans, alors qu'en dehors de France, nous n'offrons que le 5 ans, parce que fiscalement, ça n'a aucun sens de bloquer des choses pendant 10 ans qui n'ont qu'un avantage beaucoup plus limité. Deuxièmement, c'est que en France, vous avez des revenus de nature collective qui s'appellent participation et intéressement, qui sont tout à fait franco-françaises. Alors, ces revenus, vous pouvez les affecter à vos souscriptions. La participation, elle est détaxée, mais l'intéressement n'est pas détaxé. Hein, donc, vous pouvez les utiliser pour souscrire, avec un avantage fiscal immédiat pour ce qui est de l'intéressement. Et d'ailleurs, après 5 ans, vous sortirez sans taxation des plus-values. Ensuite, le niveau d'abondement. Alors, vous avez entendu tout à l'heure le chiffre de 4 500 € en France. Tout d'abord, cette affaire se répartit entre le 5 ans et le 10 ans. Donc, mettons que pour le 5 ans, ce soit à peu près 3 000 €, ça varie d'une année à l'autre. Et donc, nous ne pouvons pas offrir à l'étranger mieux que ce qu'on offre en France. Donc, nous devons toujours être en deçà, égal ou en deçà des conditions françaises. Alors, offrir un abondement de 3 000 € ou même de 2 000 € dans la plupart des autres pays, c'est une folie. C'est une folie parce que ce sera considéré comme un revenu salarial avec charges sociales, etc. Donc, ça ne se fait pas. Et donc, on essaye d'ajuster l'abondement qu'on va pratiquer dans les autres pays aux conditions fiscales du pays. C'est pour ça que l'abondement en Allemagne est misérable. Je suis désolé, je dois m'excuser auprès de la personne allemande qui a parlé tout à l'heure. Mais, Helmut, je crois. Hein, mais j'étais extrêmement déçu des conditions qui ont été redéfinies en Allemagne, parce que je trouve qu'elle manque vraiment d'attrait pour les salariés. Voilà. Et dans un très grand nombre de pays, d'ailleurs, l'abondement est réduit à sa plus simple expression. On veut toujours faire un abondement, ne fût-ce que symbolique, mais vraiment, l'abondement est fortement réduit en fonction des conditions fiscales. Également, les dividendes, les gains en plus-value, etc., sont tout à fait exemptés d'impôts en France, ce qui n'est pas toujours le cas en dehors.
les critères de sortie avant les 5 ans, donc les critères de déblocage anticipé, il y a 10 critères qui existent en France. Nous ne pouvons pas appliquer nécessairement tous ces 10 critères en dehors de France. Mais nous devons rester dans leur liste. Donc il y a moins que 10 critères de déblocage anticipé en dehors de France. Je vous donne un exemple qui n'est pas européen, mais la Corée, par exemple, est un pays où l'enseignement coûte extrêmement cher. Et tout le monde veut investir énormément d'argent pour l'enseignement des enfants, pour l'éducation des enfants. Donc on m'a demandé si on pouvait faire un déblocage anticipé pour envoyer les enfants à l'école ou à l'université. J'ai dû refuser. C'est quand même dommage. En revanche, ils avaient d'autres conditions, d'autres critères dans lesquels ils n'étaient pas intéressés. Et enfin, en tout cas en dehors de la zone euro, il y a toujours cette question de risque de change, qui est quand même un élément de risque supplémentaire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une grande différence dans l'attrait de l'offre elle-même. Deuxièmement, le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de succès en France qu'en dehors de France. On peut dire qu'en France, il y a environ 60%, parfois plus, des gens qui souscrivent. En dehors de France, en Europe, il y a 12, 13, 14%. Certains pays vont jusqu'à 25%. Mais en moyenne, on peut dire qu'il y a 15%. Et en dehors d'Europe, ça diminue encore. On est entre 5 et 10% en fonction des pays, avec des exceptions notoires. Par exemple, le Mexique est une exception notoire. Et le Mexique est environ à 50% de taux de participation. Voilà. Alors, un autre point qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est la relation avec le teneur de compte et avec les services qui sont associés, et notamment la terminologie. Je travaille beaucoup maintenant sur la terminologie des relevés de compte. On ne se rend pas compte, quand on fait un relevé de compte français, combien il est difficile de le comprendre en dehors de France. Un RIP, on ne connaît pas en dehors de France. Hein, donc il y a une terminologie qui s'installe naturellement, qui n'est pas du tout adaptée pour les autres. Et, oui, pas seulement aux ouvriers. Mais en plus aux ouvriers. Oui, absolument. Je souligne une chose. Ici, dans Saint-Gobain, on ne parle pas de cadre ou de middle management de banque, qui est l'ambiance qui est ici aujourd'hui chez nous, Dir Credito. On parle d'ouvriers dans le verre, dans le gypse et tout ça. Alors c'est encore plus difficile de faire comprendre, de donner assez d'informations à des gens qui n'ont pas le marché financier comme leur boulot, mais le verre. Voilà. Et enfin, le conseil de surveillance est beaucoup plus animé en France qu'en dehors de France. Parce qu'en France, vous avez 4 sièges pour les élus. C'est très bien, il y a une grande bataille pour avoir un siège. Tandis qu'en dehors de France, il y a 4 sièges pour le reste du monde. Donc vous avez un siège par continent, globalement. C'est extrêmement difficile de faire vivre ça correctement. Et donc, les membres sont beaucoup moins accessibles également. Et ils n'ont pas le bénéfice de la proximité que le président du conseil de surveillance français peut avoir avec la direction du groupe en termes de rencontres fortuites, d'interactions, de compréhension de ce qui se passe. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui, je trouve, sont très structurels, qui expliquent pourquoi le système peut être exporté et déployé, et il l'est avec grande joie d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire plus en dehors de France à cause de ces limitations structurelles. Enfin, donc, pour conclure ceci, je pense que tout d'abord, je suis assez heureux d'avoir un système de fonds qui permettent une utilisation assez démocratique et collective des droits de vote. Je vous signale que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure de 8% d'actionnariat concernent uniquement les fonds et ne concernent pas les personnes qui détiennent des actions en actionnariat direct, parce que ça, nous ne sommes pas capables de les suivre. Donc, il y en a plus que le chiffre qu'on dit là-bas. Donc, je pense que c'est vraiment un outil extraordinaire. Et donc,
Ce que moi je souhaite, et ça se passe dans certains pays, il y a des clubs d'actionnaires salariés qui se rencontrent, notamment en France il y en a, et qui peuvent enrichir le débat en amont des discussions sur les résolutions. Et j'essaye de développer cette notion également dans les autres pays.